Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Attaques et enlèvements, quelles sont les limites de réponse sur le thème du grand dialogue de ce soir? Enlèvement à répétition des personnes et des troupeaux, près de 100 000 déplacés internes courant 2021 dans le cercle d'Ansongo et de Douanza selon les autorités de ces localités, des villages sous embargo. Quelle analyse de cette situation? Quelles sont les limites des mesures prises par les autorités et leurs partenaires? La transition pourrait-elle faire face à la situation? Quelles solutions? On en discute dans ce grand dialogue avec nos invités. Dr Ali Tunkara, sociologue et directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Mahamadou Diouara, chef de la cellule d'appui à la réconciliation nationale, qui va nous rejoindre au cours de cette émission. Je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Ali Tunkara, comment peut-on expliquer la persistance et l'exacerbation de la situation sécuritaire dans cette partie du Mali? Alors c'est vrai que quand on regarde un peu l'insécurité de 2012 à aujourd'hui, il y a des phénomènes majeurs à mettre en évidence. Le premier, c'est son caractère complexe et le second, le caractère dynamique. Caractère complexe, c'est vrai, dans un premier temps, on avait d'abord assisté à des revendications sécessionnistes. Une partie du peuple malien, en l'occurrence certains Maliens de Kidal, voulaient leur indépendance. Donc les revendications étaient territoriales. Mais ce qui s'est passé concrètement de 2013 à aujourd'hui, avec l'intervention à la fois des forces régulières du Mali et également celle de la force Serval, Barkhane par la suite, ont permis à certains égards effectivement de disperser les groupes radicaux violents à travers dans la nature. Mais laquelle dispersion n'a quand même pas mis fin à cette entreprise criminelle portée par ces groupes radicaux violents. Mais le second volet qui est la complexité, c'est ça l'enjeu. De 2015 à aujourd'hui, dans le contexte malien, on a un sérieux problème d'identification ou de définition des acteurs. Qui avons-nous en face en termes d'ennemis? Souvent, sommes-nous en face des gens qui se battent pour le référentiel religieux, qui sont appelés terroristes, d'aucuns préféreraient l'appellation djihadiste. Parfois aussi, ce sont clairement de criminalité transfrontalière où on a des Maliens, malheureusement au début effectivement c'était des étrangers, des Algériens, des Marocains, des gens qui venaient de Sahraoui qui portaient effectivement cette offre de la violence. Mais de plus en plus, nous avons des locaux, des nationaux effectivement qui se battraient aussi non seulement pour le trafic de stupéfiants, mais dans le même temps, lesquels nationaux sont parfois aussi dans ce qu'on pourrait qualifier la migration clandestine. Mais l'alliance, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile de le faire parce que ces mêmes trafiquants de drogue sont quand même escortés par ceux qui sont appelés terroristes. Dans le même temps, de 2015 à aujourd'hui, on a assisté à une expansion, en tout cas un déplacement de centre de gravité de l'insécurité qui était dans un premier temps lié à des revendications indépendantistes, dans un deuxième temps à des revendications extrémistes violentes avec le référentiel musulman, mais dans un troisième temps, effectivement, nous avons assisté à une sorte de communautarisation de la violence, d'où l'on peut parler de conflit communautaire. Là, de 2015, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe dans le contexte malien, certaines limites en termes de réponse, qu'elles soient sociales, parce qu'il ne faut pas qu'on mette tout dans la rubrique État. Quand on prend par exemple l'organisation sociale dans pas mal d'endroits, dans les régions dites nord du Mali, ainsi que celle dite centre du Mali, naturellement cette organisation sociale, elle a fait de certains Maliens des sous-hommes. Est-il difficile de localiser tous ces groupes armés? Parce qu'en fait, le caractère hybride des acteurs de la violence et le caractère dynamique des acteurs de la violence font que malheureusement, même le président Assimi Goïta ne peut pas vous dire aujourd'hui qui sont les acteurs de la terreur. Parce qu'ils sont parfois terroristes, des moments ils sont indépendantistes, de l'autre ils sont dans des conflits communautaires. Donc il y a clairement un sérieux problème dans le contexte malien. Peut-on en finir un jour avec ça? D'identification de... Peut-on en finir un jour avec ça?
peut-être dans 20 ans, 30 ans, si, quand on va arriver aux réponses, si celles-ci sont apportées tout en tenant compte effectivement des dynamiques locales, mais ce n'est pas évident d'arriver au bout de cette insécurité d'ici à 20 ans. S'il y a un officier supérieur qui va vous le promettre, je pense que des choses, soit il méconnaît les dynamiques conflictuelles, soit il est dans les dénis. Je pense que, de la même manière également, même les politiques, s'ils vous promettent effectivement d'arriver au bout de cette insécurité d'ici à 20 ans, malheureusement, ils méconnaîtraient également les dynamiques conflictuelles. Difficile d'arriver au bout de cette insécurité avant 20 ans. Est-ce que vous partagez son analyse? Effectivement, je partage son analyse, le fait que nous sommes dans une situation extrêmement complexe, parce que tantôt, comme il vient de le dire, nous avons affaire soit à des djihadistes, des terroristes, des bandits, ou bien même c'est des gens qui sont parmi la population aussi qui est un peu complice de tout ce que ces gens font. Donc si nous regardons un peu l'évolution de cette situation, nous disons que c'est des gens qui sont un peu éparpillés partout. On ne sait même pas là où se trouve leur base. Et souvent, on se pose même la question, où est-ce qu'ils se ravitaillent en carburant, en vivres et en d'autres choses? Ou bien c'est ils ont une autre force derrière eux qui est en train de les approvisionner en armement, en vivres, en carburant. Donc, il faut que nous sachions ça. Donc, c'est pas du tout facile d'avoir des bons renseignements pour pouvoir les localiser aussi. Donc, si c'est des bandits, des djihadistes, des terroristes ou des narcotrafiquants qui sont infiltrés parmi des populations d'une localité, donc c'est pas du tout facile de pouvoir les identifier. Quelle explication à ces enlèvements de personnes et de bétail? Bon, ces enlèvements de personnes et de bétail, les enlèvements de bétail d'abord, moi je mets ça dans un contexte purement de banditisme. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est un djihadiste qui défend la religion, lui, il ne doit pas voler, il ne doit pas enlever ce qui ne lui appartient pas. Je crois que les terroristes aussi, c'est des forces du mal qui créent la terreur, dont, on ne sait pas qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Les bandits, pourquoi je le dis? Parce qu'eux, là, ils veulent se faire de l'argent. Ils volent les bétails et puis ils les vendent. Mais en ce qui concerne les enlèvements des personnes, peut-être qu'il y a des choses de vengeance et puis des règlements de compte entre des communautés ou bien des personnes. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enlèvements dans ces différentes zones. Ce n'est pas que les régions du nord, mais si on descend un peu voir le centre, donc on descend à Douanza, ça ne va pas à Koro, ça ne va pas à Banyangara, jusqu'à Mopti, jusqu'à Djéné et tout récemment, même à Nyono, dont on vient d'avoir un accord sur Farabougou. Donc ça ne va nulle part. Les enlèvements de personnes, de bétail, c'est courant. Comment peut-on expliquer que ces zones qui étaient sous contrôle de l'État après 2013 ne le sont plus aujourd'hui? Justement, c'est important que nos téléspectateurs auditeurs comprennent qu'effectivement, à partir de grandes villes, Mopti, Gaoville, Tombouctouville, l'État il ne contrôle rien. Je crois que ceux qui sont à Bamako le comprennent. C'est extrêmement important qu'ils le sachent. Même les aéroports dans ces différentes villes également sont détenus par des forces étrangères, notamment la force Barkhane française. Ça, c'est extrêmement important que les gens comprennent ça d'abord. Alors, c'est vrai, qu'est-ce qui fait que le contrôle a échappé à l'État? Je pense qu'il y a eu quand même une conjoncture de facteurs. N'oublions pas que cette question de sécurité liée au terrorisme est quand même née à la suite de la chute de Mohamed Khadafi en Libye, où on avait un nombre important de jeunes sahéliens, maliens, nigériens, même algériens, qui avaient combattu sous effectivement le commandement militaire libyen jusqu'à ce que le régime de Mohamed Khadafi tombe. Donc ceux-ci sont revenus effectivement, ils se sont greffés à des indépendantistes qui ont à certains égards amené l'armée malienne à se replier, laquelle réplique a fini par une absence prolongée dans ces différentes localités en proie aux attaques terroristes. Mais je crois que ce qui est beaucoup plus inquiétant dans cette absence de contrôle étatique sur ces localités aujourd'hui, on a quand même assisté, parce qu'il y a quand même des choses, il faut les nuancer, c'est important. Soit on a une absence de contrôle étatique, soit on a une présence
de l'État, mais laquelle présente n'est pas utile. Une absence de contrôle étatique, c'est vrai, cela a provoqué ce qu'on pourrait qualifier l'émergence, la naissance des groupes d'autodéfense. Voilà, tous ces groupes d'autodéfense qu'on connaît, qu'ils soient d'obédience communautaire Peul, d'obédience communautaire Dogon, même Songhai, Arabe et Tamashek, effectivement, sont nés majoritairement ce groupe à la suite, effectivement, de l'insuffisance ou de l'absence constatée quant à l'offre et la demande de sécurité. Maintenant, l'État peut être présent aussi et ne pas être utile. Ça, c'est important, il faut le rappeler aux gens. Il y a des endroits où l'État est faiblement présent ou représenté à travers des symboles tels qu'une partie de l'armée ou de l'administration judiciaire, mais laquelle présence de l'État, elle ne se lie pas, on ne la conçoit pas en termes d'utilité. Un exemple simple. Alors, comment peut-on expliquer qu'à une dizaine de kilomètres des bases militaires, des populations ne sont pas en sécurité? On le comprend sans pourtant le légitimer, parce que l'ennemi n'est pas visible. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Et malheureusement, ces mêmes populations qui sont aujourd'hui embêtées par ce groupe radicaux violent, ces mêmes groupes aussi sont fondés dans ces populations. C'est ce qu'il faut quand même le rappeler. Donc, en somme, l'État islamique, c'est vrai, il y a des poches où on sait qu'effectivement, des hommes qui obéissent à l'État islamique, quand on prend Tessit, une bonne partie d'Ansongo, même la partie est de Menaka, on sait qu'il y a l'État islamique. De la même manière également, quand on prend Al-Qaïda, il y a des poches où, effectivement, Al-Qaïda, ce groupe est présent. Mais sauf que la difficulté dans cette lutte contre le groupe radicaux violent réside dans le fait que les acteurs de la terreur sont mélangés parmi les populations. C'est extrêmement important. Les gens, ils sortent tout calmement de leur village, ils ont des armes qui sont cachées dans la forêt ou même à l'enceinte de la famille, une fois qu'ils ont formulé l'intention de s'attaquer à un camp militaire ou de s'attaquer à un symbole de l'État, ils se réunissent, ces acteurs de la terreur, ils vont perpétuer effectivement l'attaque. Les secondes qui suivent ou les minutes qui suivent, ces mêmes acteurs de la terreur reviennent tranquillement dans les villages à côté. C'est ça la question la plus compliquée dans cette histoire. Et parfois, ce qui est quand même très notoire aussi, quand vous êtes dans ces différentes localités pour l'insécurité, et parfois il y en a qui sont même inscrits dans le processus de réconciliation, notamment ceux qui sont de la CEMA ou de la plateforme, mais les mêmes acteurs, à certains égards, sont aussi impliqués dans les attaques qui sont perpétrées contre les positions des femmes et même celles également des forces étrangères. Donc vous comprendrez aisément que ce n'est pas évident, parce que si l'ennemi était visible, quel que soit l'état dans lequel se trouve l'armée malienne, il allait pouvoir faire face. Mais l'ennemi, il n'est pas visible parce qu'il est fondu parmi nos populations. L'ennemi a cette acquaintance avec le local. L'ennemi, c'est parfois le fils du chef de village, c'est parfois le neveu même du débité qui est à Bamako ici. Donc, c'est là, ce caractère hybride, le fait que, voilà, l'ennemi, il est éleveur, il est agriculteur, l'ennemi, il est imam. C'est super compliqué pour une armée, quel que soit son niveau d'instruction, quel que soit ses moyens logistiques, d'y faire face avec efficacité et pertinence. Vous partagez, l'ennemi est invisible, difficile de l'identifier parmi les populations, ils sont fondés parmi les populations. Oui, je suis d'accord avec ça, parce que si tout ce que il vient de dire, tout ça c'est vrai, parce qu'il y a une complicité qui est là entre ces groupes et puis certaines populations aussi, que ce soit des populations qui sont à l'interne ou à l'externe. Bon, ces populations sont victimes parce que ces populations aussi, peut-être que si vous voyez que la population est victime, c'est un autre système qui est là. Donc, les zones où les populations sont victimes sont différentes des zones dans lesquelles ils cohabitent avec la population. Donc, vous allez trouver que c'est des gens qui habitent peut-être en dehors du village, donc à quelques kilomètres du village. Bon, s'ils viennent pour attaquer les positions de nos autorités, de nos militaires, donc sûrement parmi ces populations aussi, ils ont des gens qui les fournissent les renseignements. Et puis encore, comme Tungara vient de le dire, donc vous savez, dans certains villages, que ce soit du nord et surtout du centre, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont là pendant la journée. Ils cohabitent avec la population et avec nos autorités qui sont à l'interne. Donc après, ce sont ces mêmes personnes qui sortent pour aller en dehors du village, aller faire sortir les armes qu'ils cachent peut-être sous les herbes, ou bien ils essaient d'enterrer ça, ils prennent le truc, ils vont attaquer un autre village, ils reviennent tout tranquillement et puis personne ne sent absolument rien. Et je suis d'accord avec lui, le fait qu'il dit qu'il y a une absence. L'absence, ça aussi, ça
ça compte beaucoup. Parce que nous voyons actuellement, il y a beaucoup de localités qui étaient occupées par nos forces de défense et de sécurité qui, aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces positions. Et souvent, on se pose même la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans ces positions? La question, elle est là. Et c'est à nos autorités militaires de pouvoir nous répondre aussi, de nous dire quelque chose. L'utilité aussi, il faut beaucoup compter sur ça aussi. L'utilité. Par exemple, vous partez à Tombouctou, comme il l'a dit. À Tombouctou, par exemple, quand moi j'avais été là-bas avant le mois de Ramadan, donc vous venez au marché de Tombouctou, vous allez voir la force française, souvent vous allez voir la force onusienne MINUSMA qui est en patrouille en ville. Vous ne voyez même pas un policier malien ou bien un militaire malien, même à pied, traverser le marché, à plus forte raison la ville. Partout où ils vont, nous voyons que nous, nos bataillons, nos contingents sont escortés par d'autres forces étrangères. Et qu'est-ce qui fait ça aussi? Nous disons encore, cette question, nous la posons à nos autorités. Nos militaires qui sont là-bas, à Gao, à Tombouctou et dans les autres localités, qu'est-ce qui fait qu'ils sont enchaînés et mis à la merci de ces forces étrangères? Même une simple patrouille, nous ne pouvons pas le faire sans ne pas être suivis par des gens. Et pour que ces forces étrangères aussi puissent nous faire appel, ils viennent devant les camps. Nous avons besoin de 5 personnes, nous avons besoin de 6 personnes, et ils se font accompagner par 5 ou 6 personnes. Donc il faut que nous sortons dans ça et que nos autorités aussi, ils s'assument pour dire quelque chose. Sinon, la façon dont nous sommes en train de partir, nous faisons face au mur. Et d'ailleurs, je rappelle que le chef de la cellule d'appui à la réconciliation nationale, Mahamadou Diarra, devait être avec nous et j'ose espérer qu'il nous rejoindra au cours de ce débat. La transition serait-il à mesure de trouver en tout cas une solution à cette situation? Bon, ça me surprend. Ça me surprend que la transition puisse trouver une solution à cette situation. Parce que ce que nous avons perdu sur le territoire malien, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés sur 1,240 000 et quelques. Donc maintenant, le problème, ce n'est pas de pouvoir récupérer tout l'ensemble du territoire, mais c'est le fait de pouvoir récupérer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il y a des localités qui sont là, où les préfets, les sous-préfets, les maires, même l'administration, même le médecin qui était là, n'est plus là. Mais nous avons, même l'école n'existe même plus. Donc l'État peut faire quelque chose maintenant pour essayer de récupérer ce qui est récupérable. Sinon, à ce rythme où nous partons comme ça, vous dites Ansongo. Ansongo, on avait fait une alerte depuis le mois de décembre 2020, qu'il y avait une bonne partie des Ansongo qui était prise. Donc jusqu'à Labezanga, à la frontière nigérienne. Donc de décembre à maintenant, si les autorités avaient fait quelque chose, on n'allait pas se trouver dans cette situation dont nous vivons. Il faut venir un peu à choses aussi. À Douanza, une localité située à peu près à 10 ou bien à 5 km du goudron de Douanza même. Donc nous voyons qu'il y a 3 petits villages qui se sont fait vider de leur population et ces gens sont venus, ils sont des réfugiés. Ceux qui parviennent à avoir d'autres localités pour aller, ils sont partis là-bas. Et maintenant, nous voyons aussi que c'est fait juste la semaine passée et le gouverneur de Douanza, il a donné quelques 3 tonnes de vivres, le maire a donné un 50 000 et puis encore l'armée est en train de les ravitailler en eau. Nous disons que ça, ce n'est pas du tout suffisant. Dinangourou, si on va là-bas aussi, on va voir Dinangourou qui est enfermé sur lui-même depuis le 2. Et ils nous disent aussi que nous avons des porteurs d'uniformes qui sont dans le village de Dinangourou, qu'eux, ils sont enfermés. Mais ceux qui sont dehors, qu'est-ce qui les empêche du 2 mai jusqu'à aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose pour que la voie puisse être libérée et que les gens de Dinangourou puissent vaguer à leur occupation? C'est un autre Farabougou qui est là. Donc on ne parvient pas à héliporter ou bien comment on dit les vivres ni les médicaments. Larguer les trucs par avion. Donc maintenant, Dinangourou, les stocks qui étaient dans les greniers sont presque finis. Et la famine commence déjà à attaquer la population et la maladie aussi commence à l'entrer. Donc c'est pourquoi il y avait quelques personnes qui étaient sorties pour pouvoir aller chercher quelque chose à manger et dont ils ont été victimes d'assassinats et puis d'autres choses. Effectivement, cette insécurité a forcé plus de 180 000 personnes en exil dans le cercle d'Ansongo, selon le préfet adjoint, plus de 5 000 à Gossi, dans la région de Tombouctou, selon les autorités communales, plus de 25 000 à Koro, dans la région de Mopti, suivant donc la réaction de Amadou Oumar Kida, premier adjoint au préfet d'Ansongo.
Ansongo aujourd'hui est à la croisée des chemins en ce qui concerne l'insécurité. Puisqu'aujourd'hui nous constituons le réceptacle, pour ne pas dire la corbeille, de toutes les rancœurs, de toutes les frustrations et de tous les résidus d'insécurité. Aujourd'hui, Ansongo compte plus de 80 000 déplacés internes qui ont été forcés à l'exil pour venir peut-être prendre refuge au niveau de ces flux. Pour certains, d'autres à Niamey, d'autres à Gao. Juste pour un espoir de survie. Et aujourd'hui, le développement est freiné en son goût. Puisqu'aujourd'hui, notre bétail est laminé. Aujourd'hui, notre économie aussi est ébranlée. Et le tissu social aussi en est de même. Donc, franchement, nous souffrons. Les autorités prennent-elles au sérieux l'ampleur de cette insécurité à Ali Tounkara? Alors, les autorités, notamment les autorités de la transition, prennent-elles au sérieux l'ampleur de l'insécurité? Oui, non. Oui, c'est vrai quand même qu'il ne faut pas les nier. Depuis le président Keïta, des plans de sécurisation des régions dites nord avaient été initiés, même si ceux-ci n'ont pas pu obtenir les résultats escomptés. Rappelons quand même que quand à l'écoute de ces témoignages très édifiants de l'état délétère dans lequel se trouvent toutes ces populations dites des régions du Nord et celles du Centre, c'est vrai, Ansongo comprend malheureusement la partie dite nomade effectivement de la région de Gao où, il faut quand même le rappeler, à la date du mois de mai, il y avait au moins 111 écoles non fonctionnelles, 111 écoles fermées, rien que pour la région de Gao. Donc naturellement, toutes ces zones dites nomades dans la partie d'Ansongo sont occupées en grande partie par des groupes radicaux violents. C'est là-bas également qu'on trouve les QG de l'État islamique dans le Sahel. Donc c'est de vous dire à combien même si les autorités ont la volonté de faire face à cette insécurité, il y a quand même des difficultés évidentes. Parmi celles-ci, d'emblée, il faut évoquer l'insuffisance des moyens aériens. C'est quand même, de même aussi, en tout cas, le déficit en termes de collecte, de fourniture de renseignements. Ce sont les populations qui sont censées aider l'armée à obtenir des différentes informations, des différents renseignements sur le groupe radicaux violents, mais parfois ces populations, même si elles ont aussi à leur tour la volonté, elles ont intérêt de ne pas s'afficher aux côtés des symboles de l'État. Imaginons, parce que ces groupes radicaux font partie des populations. Donc, et ces populations, des fois, quand elles donnent l'information, même sous anonymat, sont victimes des tueries, entre autres. Il y a même un cas très illustrant pour le cercle d'Ansongo ou pour la région d'Ansongo, qui m'a été effectivement rapporté à peine 5 jours de cela, où effectivement un habitant avait donné la position de groupes radicaux violents qui avaient succombé sur le théâtre d'opération, qui se sont fait admis dans un centre de santé à Ansongo, et il a été porté une telle information à la connaissance de nos forces de sécurité et de défense. 112 heures après, le monsieur a été enlevé par les terroristes. Donc c'est pour vous dire que effectivement, l'appareil sécuritaire malien également celui qui a fait aussi défaillant un témoignage sur France 24. De la même manière également, l'habitant qui a témoigné à visage découvert à travers la télé France 24 s'est vu également exécuté publiquement par ce groupe radicaux violents. Donc je crois qu'au-delà des moyens logistiques, au-delà des déficits en termes de collecte et de fourniture de renseignements, il faut quand même le rappeler aujourd'hui, il y a des éléments, pas tous, parmi les forces de défense et de sécurité, lesquels éléments malheureusement ont du mal à garder ce qu'on appelle l'anonymat. Donc cela fait que même une partie de la population qui entend soutenir l'armée, cette partie, elle est inquiète. Au-delà peut-on parler de négligence sécuritaire au Mali de la part des autorités? Ce n'est pas une négligence, c'est même il y a un terme beaucoup plus fort que les Arabes appelleront al-ghafla. C'est vraiment, on est dans un sommeil profond. Hein, c'est quand même grave ça. Quand on dit, oui, on est, oui, c'est quand même, il ne faut pas responsabiliser l'apprenti autrement. Les autorités sont, hein, ça c'est quand même important, dans un sommeil profond. Pourquoi elles sont dans un sommeil profond, les autorités? C'est là que franchement je suis très pessimiste quant aux réponses qui vont être apportées dans les mois à venir, voire dans les années à venir, de la part des autorités en occurrence militaires.
un pays en grande partie sous occupation de groupes radicaux violents, un pays fortement traversé par des tensions communautaires, et un pays où on a une présence marquée de forces étrangères, si les autorités militaires n'ont trouvé que comme motivation de se battre parce qu'elles se sont vues exclues d'une équipe gouvernementale. Vous comprendrez aisément combien le politique, malheureusement, a pris l'ascendant sur les militaires dans le contexte malien. Donc quand l'élite militaire se métamorphose en élite politique dans un pays qui se trouve dans des crises multidimensionnelles, des crises prolongées, des crises complexes, le bout de tunnel est très loin d'y arriver. Donc de ce fait, sans aucune forme de critique, reconnaissons qu'aujourd'hui, effectivement, les réponses qui sont apportées par cette élite militaire au pouvoir du début de la transition aujourd'hui sont des réponses, certes, qui sont à saluer, mais malheureusement, elles sont loin, très loin, de combler les attentes qu'ont aujourd'hui ces populations qui vivent à Ansongo, ces populations qui vivent à Sumpi, ces populations qui vivent à Djongani, dans la région de Mopti, ces populations qui vivent même à Farabougou. Donc, c'est pour vous dire que, en tout cas, j'ai du mal à comprendre. Je ne plaide pas pour que les forces étrangères restent sur le territoire, mais je me demande si toutefois, c'est là également qui serait pour un départ immédiat de ces forces étrangères, si ceux-ci ont mis pied au-delà des Ségou il y a un an. Je ne pense pas. Sinon, ils allaient revoir leurs discours, ils allaient être beaucoup plus critiques face aux facteurs que j'appellerais endogènes. Il y a quand même des raisons très profondes qui sont maliennes. Quand on n'a pas le courage de les dénoncer, je ne pense pas qu'un départ immédiat de la force Barkhane, qu'un retrait immédiat de tous ces hommes et des femmes qui opéreraient sous l'aménagement pourrait être un début de solution pour les camps maliens. Selon Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques, les autorités sont en sommeil profond face à cette insécurité. Est-ce le cas aujourd'hui? Sommeil profond, disons qu'ils sont même au coma. Mais nous sommes en train de voir tous les jours que le bon Dieu fait. Il y a une partie du pays qui s'effrite. Nous perdons une bonne partie du territoire. Et comme le docteur vient de le dire, donc si vous prenez la zone de Ansongo, descendre jusqu'à Amoti. Donc il faut essayer de voir un peu. Moi, je descends pour venir jusqu'à Sofara. À Sofara, où il y avait la présence de la force spéciale dont Assimi était à la tête. Aujourd'hui, la population de Sofara aussi souffre beaucoup. Souffre de quoi? De l'enlèvement de bétail. Pratiquement tous les villages environnants de Sofara, ils n'ont plus de bétail. Bon, j'ai eu à discuter avec quelques gens qui sont là-bas. Ils disent qu'ils ont été 2 fois en forêt pour aller discuter avec ces gens qui ont enlevé leur bétail afin qu'ils puissent les avoir. Ils disent même si nous aurons d'autres bétails, nous allons les enlever et on ne vous les donnera pas aussi. Donc si vous quittez là-bas, au moment avant, pendant le mois de Carême, donc à Djéné par exemple, de Djéné à Koina jusqu'à Kouakourou, faisant le tour, venir juste derrière le fleuve. Donc il y a des localités qui sont là, qui sont des zones tampons, qui sont des zones rouges, qui sont interdites à la population. Et c'est des zones qui sont occupées par les forces du mal aussi. Et ces gens, ils défilent dans les villages comme s'ils sont sur un territoire conquis. Et effectivement, ils sont sur un territoire conquis parce qu'il n'y a aucune autorité qui peut les empêcher de faire ça. Et puis les chasseurs qui sont dans la zone de Djambougou et autres, ces chasseurs, ils se donnent la main souvent pour essayer de les combattre. Et au cours du combat, même si ces chasseurs font appel, il n'y a rien qui vient pour pouvoir les aider. Peut-être que c'est les chasseurs qui quittent Somadougou et puis d'autres localités pour venir en appui, ou bien ceux qui quittent vers Massina pour les venir en aide. Face à cette situation, y a-t-il un manque d'efficacité des militaires maliens? Mais il y a un manque d'efficacité des militaires parce que s'ils ne sont pas présents sur les lieux, ça c'est déjà un grand manque. Donc maintenant, moi je me pose souvent la question, c'est l'effectif qui nous manque. C'est les moyens et les équipements qui nous manquent. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que nous puissions avoir une grande représentativité de nos militaires sur les différents fronts? Et s'il y a des gens qui sont là comme en force d'autodéfense et autres qui se débrouillent tout seuls, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'aide. On ne vous dit pas de venir seul, mais au moment où ils ont besoin de votre appui, il faut que vous soyez parmi eux. S'ils se voient laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes, donc nous allons dire que vraiment il y a autre chose qui n'est pas
Des rançons et des taxes demandées aux paisibles citoyens, la paie de ces taxes et rançons sont-elles la source de cette recrudescence de l'insécurité dans ces zones-là? Bon, c'est cela. Si les autorités ne sont pas présentes là où elles doivent être présentes, donc tout un chacun fait sa loi, applique sa loi. Si par exemple un chasseur prend un peul ou bien un chasseur prend les animaux d'un peul, il va imposer à ce qu'on lui paye des rançons. Par exemple, il faut voir, on va venir un peu à Nyono, à Farabougou. Aujourd'hui, l'accord qui a été obtenu à Farabougou, c'était juste une trêve d'un mois. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Il y a à peu près une semaine, il y a 600 animaux qui avaient choses dans un champ. Donc maintenant, quand les djihadistes ont vu ça, donc je crois qu'ils ont pris les animaux. Donc maintenant, ils ont rançonné les propriétaires de ces animaux-là. Si vous ne payez pas, nous n'allons pas libérer les animaux. Donc après négociation, ils ont pu libérer certains et garder à peu près 37 avec eux, avec l'intervention des gens. Parce qu'il faut le dire, si vous voyez que nous sommes dans cette situation, les personnes qui peuvent aller vers eux, discuter avec eux pour avoir de l'entente ne sont pas du tout appuyées par l'État. Il faut voir tout ce que le Haut Conseil islamique a fait comme effort, avec d'autres partenaires, Capital Poulako et d'autres. Donc, ce truc-là, vous allez voir, souvent, on nous dit que l'État est dedans, souvent, de l'autre côté, on nous dit que l'État n'est pas dedans. Parce que même l'argent que le shérif a mis dedans n'a pas pu être remboursé jusqu'à ce moment. Donc, nous allons dire que peut-être qu'il y a une autre menace sur l'État qui empêche l'État de pouvoir discuter ou bien de mettre les gens ensemble afin d'avoir une solution. Donc maintenant, si l'État a une pression extérieure sur lui, que l'État laisse les Maliens discuter entre eux sans médiation étrangère. Et je crois que c'est ça la vraie solution pour que nous puissions sortir de tout ce problème. Dans vos propos tout à l'heure, vous avez défendu la présence des forces étrangères sur le territoire national. Au regard de la dégradation sécuritaire, quel a été l'impact des opérations militaires menées par Barkhane, la force Takuba et des forces nationales sur ces groupes armés? Je pense que je fais partie des plus critiques contre ces forces étrangères, mais il faut quand même aussi des très pointus de l'analyse. Aujourd'hui, il faut non plus aussi occulter tout l'effort que consent l'état-major de la République du Mali en termes de formation. Quand vous prenez l'école du maintien de la paix, les différents états-majors, l'école saharienne de sécurité du G5, en passant par ECAP et d'autres instants de formation, effectivement, des efforts sont vraiment en cours, il ne faut vraiment pas les nier. Mais sauf que lesquels efforts sont largement en deçà des attentes. Alors, maintenant, s'agissant de forces étrangères dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents, je lis très souvent pour le cas de la force Barkhane française, de même pour également l'aménagement, ces deux acteurs remplissent une fonction vitale en termes du début d'accalmie qu'on assiste aujourd'hui. Si vous demandez, les avis sont très différents lorsque vous vous intéressez aux populations dites nord du Mali et celles du centre, et lorsque vous vous intéressez également à des populations qui seraient majoritairement dans le sud, quant à la présence de ces forces étrangères, vous allez vous rendre compte que tous les coins reculés de Tissit, tous les coins reculés de Mondoro, tous les coins reculés de Menaka, si une présence militaire est observable, elle est étrangère, naturellement. Donc cela sous-entend qu'aujourd'hui, l'appareil sécuritaire malien, au-delà du sensationnel patriotique, n'est pas suffisamment prêt à lui seul de couvrir l'ensemble des besoins en termes de sécurité. D'où toute la lucidité de l'analyse. De dire oui, un départ de forces étrangères, mais lequel départ, il faut vraiment l'inscrire dans la temporalité. Vous échangez aujourd'hui avec les chefs d'état-major, vous échangez aujourd'hui avec les hommes qui sont sur les différents théâtres d'opération, et vous direz qu'attention, ce que vous ne savez pas, à certains égards, l'aménagement nous aide en termes sur le plan logistique. Ce que vous ne savez pas, il arrive même parfois que la force Barkhane nous donne du carburant. Je crois qu'il y a beaucoup d'insuffisances liées parfois aussi à des pratiques corruptives de la part d'une partie de l'élite militaire et d'une partie de l'élite politique au pouvoir. Mais au-delà des pratiques corruptives, il y a quand même aussi des insuffisances qui sont très évidentes. Il y a un problème d'effectifs. Aujourd'hui, tous les corps sans distinction
sans distinction, chercherait à même tripler les effectifs. Donc c'est pour vous dire qu'il y a déjà ces efforts qui sont en cours. Là, au-delà des questions d'effectifs, il y a quand même aussi un problème de formation. On n'est pas dans des guerres classiques où l'ennemi est en face. Cette guerre asymétrique, malheureusement, elle n'est pas enseignée, ou elle ne l'était pas dans les différents curricula militaires. Donc les hommes qui sont aujourd'hui sur les différents théâtres d'opération n'ont pas appris à comment faire face au terrorisme. Malheureusement, on les a appris dans les différentes académies militaires à comment faire face à un ennemi visible. Donc ce qui fait que le temps d'avoir un ancrage face à ces questions de conflits asymétriques, il faut de la temporalité. Donc je pense que le départ des forces étrangères doit être un départ non seulement bien structuré, mais dans le même temps un départ qui doit s'étendre sur une durée qui ne peut être définie que par l'état-major et non par la rue et non par le M5. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que le représentant de la cellule d'appui à la réconciliation a pourtant promis d'être avec nous au cours de ce débat, mais jusque-là, on n'a pas senti sa présence. Y a-t-il un mystère derrière cette insécurité ? Mystère, non, les raisons sont vraiment connues. Mais en toute objectivité, sommes-nous aujourd'hui Maliens, notamment gouvernants maliens, incapables d'y faire face. Incapacité dit d'abord à la complicité locale. Il faut qu'on dise ça aussi à ces populations qui sont aujourd'hui pour l'insécurité. En tout cas, de s'arranger entre elles, de faire en sorte que les différents efforts, quand même, certes pas suffisants, qui sont consentis par l'État, que ces efforts soient quand même soutenus par les populations. Comment vous pouvez comprendre dans certaines localités, on a quand même des forces de défense et de sécurité qui sont déployées. Lesquelles forces de défense et de sécurité sont malheureusement même piégées par les populations locales. Ça sont des choses également, il faut qu'on se le dise entre nous. Mais dans le même temps, pourquoi pas un piège, parce que pourquoi pas c'est pas un piège, parce que on connaît l'insécurité, on connaît les facteurs qui sous-tendent l'insécurité, mais sauf que ce qui rend la saisie de ces facteurs beaucoup plus compliquée et dynamique, le fait que l'ennemi il est fondé, il est parmi les populations justement. L'ennemi au début effectivement il était algérien, il était tunisien, il était marocain, mais aujourd'hui l'ennemi il est de Ansongo, l'ennemi il est de Sumpi, l'ennemi il est de Djungani, l'ennemi il est de Farabougou. Donc cela fait que effectivement les réponses militaires, il faut que cela aussi soit clair. C'est là que je vais amorcer un peu rapidement la nécessité de l'offre de dialogue et de déclencher un dialogue substantiel quand même avec ces entrepreneurs de la violence. Mais avant de déclencher le dialogue, il faut qu'on arrive d'abord à les identifier. Qui sont-ils d'abord? Ce travail il n'est pas fait jusqu'ici. D'accord. Alors quelle réaction militaire faut-il face à cette insécurité? Réaction militaire, je crois qu'il doit y avoir une réaction de la population. Sinon, cette crise ou bien cette guerre, je crois que les militaires ont montré leurs limites, que ce soit les militaires internationaux ou les militaires, nos militaires nationaux qui sont là. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'avec tout cet arsenal que les forces étrangères ont, je crois que jusqu'à présent, ils ont un déficit de renseignement. Les renseignements qu'ils se croient avoir, donc ce renseignement ne suffit pas. Ils sont même perdus, et au nord et au centre. Parce que souvent, c'est des gens même qui se posent la question, qu'est-ce qui fait ça? Qui est dedans? Qui n'est pas dedans? Qu'est-ce que nous devrons faire pour pouvoir identifier l'ennemi? Donc, du côté de nous, nos militaires, maintenant, comme Tounkara vient de le dire, la relation entre militaires et population, c'est comment? La population se méfie des militaires. Souvent, les militaires se méfient de la population. Donc, ils se regardent en chien de faïence. Donc, tout un chacun se méfie. Parce que les populations qui sont là, ils disent que s'ils donnent des informations aux militaires, peut-être que cette information va faire une fuite et eux, ils seront victimes de ces informations. Donc, les autorités actuelles de la transition parviennent-elles à sécuriser l'ensemble du territoire national? Bon, les autorités de la transition ne parviennent pas à sécuriser l'ensemble du territoire parce que nous avons plus d'1 million de kilomètres carrés qui n'est plus à leur contrôle. Donc maintenant dire que maîtriser la situation ou bien contrôler, je crois que vraiment ça c'est à revoir. Et il faut que, c'est ce que je dis toujours, Assimi qui est un chef de guerre qui est là, qui a fait le nord, qui a fait le centre, qui a fait un peu partout le Mali, il est mieux imprégné, il est plus au courant de ce qui se vit aujourd'hui que nous. Donc c'est à lui et aux autres chefs militaires de prendre des dispositions pour pouvoir freiner à ça. Et puis encore, comme vous l'avez dit, si le chef de la mission d'appui de la réconciliation était là, donc ça c'est son rôle.
il faut réconcilier les gens, il faut aller dialoguer. Allez-y vers la population. Essayez de sensibiliser la population, mettre la population en confiance pour que cette population puisse se mettre avec son armée et avec ses autorités aussi. Tant qu'il n'y a pas ce dialogue entre nous, rien ne pourra se résoudre. Docteur Ali Tounkara, quelle réponse faut-il aujourd'hui? Alors les réponses, elles sont plurielles comme le sont également les facteurs. Mais rapidement, ce qu'il faut engager, je pense que c'est de chercher non seulement identifier les acteurs de la terreur, mais dans le même temps de s'appuyer quand même sur des solutions locales qui ont marché. Il ne faut pas aussi l'occulter. Comment éviter les erreurs précédentes, des échecs précédents? Oui, justement, parce que ce sont les différentes nominations, ce sont les différentes responsabilités qui sont exercées ça et là qui doivent nous permettre malheureusement de se mettre à l'abri de cela. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'architecture gouvernementale, je n'ai pas dit que les hommes et les femmes qui sont dans le gouvernement ne sont pas compétents et pertinents. Mais malheureusement, majoritairement, ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont capables d'apporter des réponses pertinentes, parce qu'ils sont capables d'apporter justement des réponses efficaces à ce qui se passe aujourd'hui au centre et au nord du Mali. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vois quelques scénarios possibles. Très rapidement, si l'on ne fait pas attention, moi je vois un Mali dans 5 ans, dans 10 ans, où nous allons assister à des îlots d'application de ce que le groupe terroriste appellerait charia. Donc on va assister à des localités où effectivement un certain nombre d'individus, le fait qu'ils ont des armes, vont imposer leur volonté sur les communautés. Ça c'est une hypothèse qui est très plausible. Deuxième scénario qu'on peut rapidement dégager, si l'on n'apporte pas des réponses nourries du terroir, nous risquerons d'assister davantage à une communautarisation de la sécurité. N'oublions pas quand même que jusqu'ici, la partie armée de la CEMA, elle est quand même problématique aujourd'hui dans les régions du nord du Mali. À comment le Mali, la communauté internationale à travers l'administration, la force Barkhane française, on peut demander aujourd'hui à cette partie armée de la CEMA, soit désarmée d'abord, et par ricochet, comment faire en sorte que les différents groupes qui se sont créés à la suite de l'absence de l'offre de la sécurité ou à la suite de l'insuffisance de l'offre de la sécurité puissent soit être fondus dans l'armée régulière ou carrément disparaître. Donc je crois qu'en tant que des hommes et des femmes vont continuer à avoir des armes, toutes les réponses qui vont être apportées seront malheureusement peu efficaces. En 30 secondes, en toute franchise, comment rétablir la sécurité dans le pays? Là, c'est une question dont sa réponse est, je ne sais même pas comment dire, rétablir la sécurité. Je crois que la première des choses, la sécurité doit être rétablie par les forces de défense et de sécurité et surtout ceux qui sont à la tête de ce pays. Si eux, ils ont failli et qu'il y a des groupes armés qui sont en train de partager les territoires en micro-portions de territoire, donc je dirais que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut essayer de faire ça. Sauf si nous partons localement dans les dialogues entre communautés ou autres. C'est la seule chose qui peut nous sauver un tout petit peu avant que nous puissions avoir d'autres solutions. Merci. Ainsi prend fin ce grand dialogue. Merci à nos invités, Dr Ali Tounkara, sociologue et directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Pourtant, la cellule d'appui à la réconciliation nationale a promis d'être présent sur ce plateau. Son chef, c'est Mahamadou Diawara, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas venu. À la régie d'antenne, à la régie vidéo, Peting Diara, mise en onde Nuhun Adjire, à la coordination Mohamedou Touré. Je suis Imrana Kilomaïga, chers auditeurs, téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.